Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo est exceptionnelle dans le sens où c'est la première fois que je décide de transmettre la procédure d'évaluation sensorielle. Je pratique cet exercice depuis de longues années, je le maîtrise parfaitement, mais je l'ai toujours réservé à une certaine catégorie de personnes ayant entamé leur transition alimentaire et qui s'intéressent vraiment au sommet des possibilités du système sensoriel. Aujourd'hui, de par l'urgence du coronavirus, j'ai envie de présenter une procédure d'évaluation sensorielle qui soit réduite au strict minimum et qui permette à chacun de l'appliquer, quel que soit son mode alimentaire. Et cette approche, elle concerne tout le monde. Toutes les personnes qui consomment du cru, peu ou prou, sont intéressées par cette approche. Il peut y avoir des personnes qui mangent tout à fait normalement, ce qu'on appelle les culinaires, mais qui mangent de temps en temps des salades composées. Il y a des personnes qui peuvent se faire des jus de légumes, on connaît les avantages. Il y a des gens qui peuvent choisir l'alimentation vivante, végétarien, etc. Il y a tout un tas de personnes qui peuvent être concernées par cette clé, y compris ceux qui ont une consommation d'aliments crus qui est restreinte. Pourquoi c'est important? Parce que chaque fois que vous allez manger cru, sur ordonnance sensorielle, vous allez toucher la cible. La cible, c'est, nous allons en parler, c'est la résolution de l'équation. J'ai des besoins, mon corps a des besoins, je cherche des solutions dans mon environnement, dans les ressources. Soit je m'adresse à des savants, soit je m'adresse à mon savant. Mais pour me connecter à mon savant, il faut que j'ai de la connexion, il faut que j'ai le mot de passe. Or, ce savant intérieur, nous ne l'utilisons pas, nous ne l'avons jamais utilisé. Donc moi, mon objectif dans cette vidéo, c'est de vous rendre le mot de passe de votre système sensoriel, de manière à ce que vous puissiez vous-même le contacter. J'ai faim, hello, docteur sensoriel, dis-moi ce que je dois manger. C'est cette procédure que je veux vous montrer maintenant, pour que vous puissiez vous réapproprier la maîtrise de votre santé, sans vous confier à des conseils extérieurs qui sont sûrement valables pour plein de personnes, mais qui sont à coup sûr pas valables pour tout le monde. Donc il y a un changement de référentiel qu'il est impératif de prendre en compte pour comprendre ce qu'on peut faire simplement en mangeant cru. On peut manger du cru ou on peut toucher sa cible à chaque fois qu'on mange cru. Donc on est prêt, je vous donne rendez-vous dans la cuisine où nous allons démarrer cette procédure. Je vais vous présenter les choses comme si c'était un jeu de société qu'on peut jouer tout seul. Et ça tombe bien, confinement, beaucoup de personnes sont seules chez elles, et donc si vous n'avez personne pour faire votre évaluation et que je n'explique pas comment, vous ne trouverez jamais la clé. Donc j'ai adapté le système à une utilisation solitaire. Donc ce jeu, il a un objectif, une règle. Le but, l'objet, c'est de résoudre une équation. Quelle équation? Une équation que se pose mon être vivant entre ses besoins, il a des besoins, ils sont exprimés dans le cerveau et je peux les trouver dans mon environnement, dans les ressources. L'équation, j'ai un besoin et je trouve la solution pour résoudre l'équation, c'est la vérité sensorielle. Avec la vérité culinaire, on essaye de trouver des solutions qui approchent en cherchant un petit peu partout. Là, votre docteur intérieur, votre sagesse sensorielle, elle saura vous guider exactement où vous devez aller. Et maintenant, je vais vous parler des règles du jeu et du contexte. Dans la situation qui est la vôtre dans notre société, vous avez une plage alimentaire qui est immense, mais qui est classée par catégorie. Il y a les boissons, il y a les fruits et les légumes, il y a les pâtes, il y a les boîtes de conserve, il y a les pommes de terre, etc.
Mais dans la nature, les choses ne sont pas réparties de la sorte. On n'est pas dans un supermarché, les aliments ne sont pas les uns à côté des autres. Il y a des territoires. Et dans mon jeu, il y aura des territoires. Et il y aura 3 territoires. Le premier territoire, c'est le territoire des permanents. Le deuxième, c'est le territoire des saisonniers. Le troisième, c'est le territoire des aléatoires. Donc il y a ces 3 territoires. Ces territoires correspondent aux réalités de l'homme originel qui a vécu pendant plusieurs millions d'années, depuis moins 7 millions d'années jusqu'à 2 millions d'années à peu près, où les réalités étaient vraiment concentrées sur ce facteur totalement inconnu dans l'alimentation culinaire, qui est la disponibilité. Dans la nature, personne décide de la disponibilité. Elle est. Et on trouve des aliments qui sont disponibles toute l'année, on trouve des aliments qui sont disponibles pendant la saison de maturité, et des aliments qu'on trouve de façon aléatoire. Et nous, notre système, pendant des millions d'années, s'est calé sur ces catégories alimentaires, c'est-à-dire que mon système sensoriel a prévu une version pour les permanents, une version pour les saisonniers et une version pour les aléatoires. C'est-à-dire que moi, mes capacités d'appel et d'arrêt sensoriel, mon potentiel d'appel et d'arrêt sensoriel n'est pas rigide, il est calé en fonction de la catégorie. Donc, ces 3 catégories, permanent, saisonnier, aléatoire. En face de ces catégories, mon système sensoriel a prévu ces caractéristiques, les caractéristiques suivantes. Concernant les permanents, qui sont là tout le temps, je n'ai pas de raison de favoriser ma curiosité sensorielle pour cet aliment, puisqu'il est là tout le temps, j'en mange tout le temps, mes besoins, je ne suis pas en carence profonde, j'en ai. Donc les appels sensoriels pour les légumes, ils seront faibles. Concernant l'arrêt sensoriel des permanents, il est important de l'avoir de manière très forte, puisque sinon je vais me contenter de manger ce que j'ai sous la main et j'irai jamais voir le reste de la plage alimentaire. Donc pour nous, il est important que nous ayons des appels faibles pour les légumes et des arrêts qui soient forts, puisque sinon, comme il y en a tout le temps, j'en mangerai tout le temps si les arrêts sont faibles. Et du coup, je perdrai la curiosité pour tout le reste de la plage alimentaire. Donc, première caractéristique de disponibilité, facteur majeur de l'alimentation sensorielle, les permanents, appels faibles, arrêts forts. Deuxième, les saisonniers. Là, l'appel, ça fait 1 an que je n'ai pas mangé les fruits saisonniers. Donc l'appel, forcément, il va être fort, puisque j'ai accumulé des micro-carences, des carences en micronutriments plutôt. Et donc il est important, dès que cet aliment est exceptionnel, tous les aliments sont exceptionnels, mais il y en a qui sont là qu'à certains moments. Donc il faut être là au rendez-vous. Donc les appels sont forts pour les fruits, pour les saisonniers. Et les arrêts, on n'a pas besoin qu'ils soient forts, puisque la saison va s'arrêter. Donc je vais pouvoir en manger pendant 1 mois, 2 mois. Au début, je vais en manger beaucoup, puis ensuite, je vais stocker petit à petit, et puis ça va partir. Donc je n'ai pas besoin d'avoir des arrêts très forts. Le troisième élément, ce sont des aléatoires qui sont rares, que je ne peux pas prévoir, je ne sais pas quand ils arrivent, je ne sais pas quand ils partent, donc il me faut absolument une curiosité sensorielle très forte. Et par contre, au niveau des arrêts, dans la mesure où c'est exceptionnel et que c'est hyper intéressant, je risque d'avoir des arrêts très faibles dans certains cas, ou alors très violents. Mais on se retrouve avec ces 3 caractéristiques. Et moi, je ne pourrais absolument pas gérer une plage alimentaire uniforme. Parce que si je m'amuse à tester quelque chose qui appartient dans les sucres concentrés, aléatoires par exemple, et je le compare avec des légumes, les légumes, ils vont perdre à tous les coups. D'accord ? On ne peut pas jouer dans la même catégorie. Notre partie, elle est comme ça. Il y a des territoires, les permanents, les saisonniers, les aléatoires. J'ai, moi, des outils pour chacune d'entre elles et il est impératif de prendre conscience de ça. Quand je commence une partie, je commence par choisir une plage alimentaire et après, je travaille au sein de cette catégorie.
Alors, un élément important, c'est le cadre. Hein. Là, on a vu des règles, mais des règles de quel pays, de quelle région, hein. Nous vivons dans une région tempérée et on a tendance à faire tourner tout autour de nous à ce niveau-là. Alors que nos origines, elles se sont passées en Afrique. Donc quand je parle de légumes qu'on peut trouver toute l'année, eh bien, je vous parle d'Afrique. Hein. Ici, en région tempérée, c'est pas la même chose. Hein. On n'a pas du tout le même climat. En Afrique, on a des légumes toute l'année. Hein. On a aussi des fruits toute l'année, contrairement à ici, sauf que un même fruit n'est pas disponible toute l'année. Il y a des fruits toute l'année, mais le fruit que je vais tester, il a une disponibilité ponctuelle, saisonnière. Bon, dans ce jeu, maintenant, je vais vous parler de son organisation, comment s'organise une journée. Hein, dans la mesure où vous avez 3 plages alimentaires, combien de prises alimentaires, qu'est-ce qu'on va consommer, on l'a déjà vu, on mangera un seul aliment à la fois. Le cueilleur, il mange entre 4 et 6 fois par jour. Hein. C'est une moyenne qui peut être largement transgressée, mais on essaye toujours de se cadrer autour de ça. Vous avez donc une journée à remplir et vous avez 3 plages alimentaires dont vous êtes maître. Vous allez décider, bon ben, dans ma journée, combien de fois vais-je tester les permanents, les légumes, combien de fois les saisonniers et les aléatoires. Donc le repère de base qui peut être toujours transgressé, c'est une ligne directrice. Hein, mais il ne faut pas hésiter. La biologie n'est pas une science dure. C'est ce qu'on appelle une science molle. C'est-à-dire qu'on a des directions, mais il y a plein d'intermédiaires entre chaque situation. Donc là, la règle à suivre, c'est 2, 2, 1. Dans la journée, par 2 fois, je vais faire cette procédure avec des légumes. Par 2 fois, je vais le faire avec des saisonniers. Et par 1 fois, je vais le faire avec un aléatoire. Ce qui veut dire que 2 fois par jour, je vais tester, et si je trouve mon bonheur dans les légumes, je l'en mangerai. Une 2e fois, je ferai la même chose, et j'en mangerai, et un seul, et après je ferai ça avec un fruit, encore avec un fruit, ce sera un autre ou le même, et puis ensuite avec un aléatoire. Donc voilà, la première étape de ce jeu, c'est décider d'une plage alimentaire à tester. En l'occurrence, présentement, nous avons démarré avec des permanents, des légumes. Nous voilà donc en situation. Je vous rappelle que la procédure que je vais vous décrire maintenant est issue de la procédure que j'ai mise en place sur des années dans mes stages d'initialisation sensorielle. Les conditions sont différentes, j'ai entre 12 et 15 stagiaires, les personnes sont alignées sur des chaises avec un bandeau sur les yeux et il y a un assistant qui vient présenter les aliments, les yeux fermés, et quelqu'un qui note le résultat. Et après, on fait le bilan. Mais là, j'ai adapté cette approche pour les conditions de confinement que nous vivons tous actuellement. Et d'ailleurs, si vous êtes plusieurs confinés dans une même maison, il y a une chose qui est très intéressante à faire, c'est de faire tester la même sélection à plusieurs personnes différentes et vous allez vous rendre compte qu'il y a des réponses, mais totalement surréalistes. Hein. Il y en a un qui s'emporte au ciel, c'est le paradis, et l'autre qui se retrouve en enfer avec le même aliment. Ça, on le voit bien en stage, on ne le voit pas trop ici. Et puis là, mon objectif, c'est vraiment de permettre à une personne seule de réaliser cette procédure. Donc, ceci étant, je vous présente la table, j'ai un ensemble d'échantillons. Hein, tout commence par le choix d'une catégorie alimentaire pour tester des aliments appartenant à la même catégorie alimentaire parce que mon système sensoriel, il est calé pour chaque catégorie. Hein, donc si je m'amuse à prendre des aliments qui viennent de catégories différentes, je perds la capacité d'analyser le résultat et donc ça ne sert à rien carrément. Donc là, cette fois, on a choisi de faire une catégorie de permanents. Donc on se retrouve avec des carottes, de l'ail, du fenouil, du chou-fleur et du poivron rouge. Ces aliments, je vais vous les préparer et
vous allez regarder comment je prépare de manière à pouvoir reproduire ça. J'ai préparé aussi des récipients. Ce sont des coupes opaques. Vous pouvez prendre des petits bols, mais vous ne pouvez pas prendre ça. En verre, on voit à travers. L'objectif, ça va être de cacher. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est de connaître la réaction pure et unique de la confrontation sensorielle. Je veux absolument couper tout ce qui est mémorisé dans mon cerveau. La couleur, le fait que j'en ai mangé avec ma grand-mère quand j'étais petit, le fait que je suis tombé amoureux avec des pizzas et de la bière. Tout cet ensemble d'informations, il faut absolument les éradiquer le plus possible. Donc le test se fait les yeux bandés, donc il ne faut pas qu'on puisse le voir. Et si on est seul, il faut trouver une petite combine pour pouvoir le faire correctement. Donc voilà mes récipients, mes échantillons. En voilà un poivron rouge. J'en coupe. Alors le but, c'est qu'il y ait le plus d'informations à analyser. Donc je mets plusieurs morceaux dedans. Donc les molécules vont être nombreuses à se promener dans l'air. Quand moi je vais venir sentir, j'aurai une bombe. Donc j'ai fait mon premier échantillon. On a choisi aussi un fenouil. Un beau morceau de fenouil. Hop, que je coupe en morceaux. C'est un artifice utile en ce qui nous concerne, c'est-à-dire la remise en fonction du système olfactif, et je cherche un torchon. Voilà. Ensuite, ça je ferme. Hop. Alors, une chose importante, on prépare les échantillons au dernier moment. Si vous préparez des échantillons et puis que vous les laissez pendant plusieurs heures en disant tiens, je vais refaire mon évaluation au bout de quelques heures, ça ne marchera pas. Vous allez perdre tout le résultat de ce montage, c'est-à-dire d'avoir le maximum d'informations. Voilà pour lui. Vous nettoyez votre couteau à chaque fois. Et ma gousse d'ail se retrouve ici, avec son couvercle. Ici celui-là. Et le dernier, c'est une carotte. Hop là. Une carotte très fraîche, pour vous dire, elle saute encore. Voilà, mes échantillons sont prêts. Le dernier élément à faire, puisque je viens de les mettre, je me souviens que le fenouil est là, etc. Je vais tout mélanger. Je ne veux plus me souvenir. Et une chose très importante, ce que vous allez devoir faire, c'est absolument pas d'identifier ce que vous allez sentir. On s'en fiche. Même faites un effort pour essayer de ne pas penser à deviner ce que c'est. Ce n'est pas le problème. Si vous devinez ce que c'est, ce sera un souvenir issu d'une autre situation qui n'a rien à voir avec ce que vous vivez aujourd'hui, qui sera juste une association d'un moment sympa où vous avez mangé ça. Donc il ne faut pas se souvenir. Il faut au contraire oublier ça et laisser quelque chose naître en vous, sortir. C'est une connexion. C'est une connexion avec votre système sensoriel, et comme elle n'est pas utilisée, vous n'avez pas appris à l'utiliser, eh bien il faut lui faire un pont d'or. Vraiment, il faut lui laisser le plus de place possible. Donc, ce que je vais vous demander maintenant, c'est de traduire ce qui se passe dans votre organisme au moment où vous sentez l'aliment. Ça pourrait être quelque chose de très attirant ou quelque chose de très repoussant. On ne s'imagine pas à quel point c'est puissant. Mais là, vous allez vous en rendre compte. Et puis, quand vous essaierez d'autres catégories alimentaires, vous le verrez. Le but du jeu, c'est de quantifier
votre ressenti en mettant une note qui pourra aller de -10 à +10, sachant que +10, c'est le plus merveilleux aliment que vous ayez jamais mangé, c'est extraordinaire. Ça correspond, puisque le plaisir a une fonction, si vous avez un immense besoin de quelque chose, vous aurez un immense plaisir si vous trouvez la réponse. Et de l'autre côté, si c'est pas bon, vous allez devoir quantifier à quel point c'est pas bon. Si vous êtes à -10, c'est vraiment quelque chose qui vous repousse. Hein, vous l'approchez et dès que vous captez, y a vraiment un mouvement de recul. Hein, ça, on le voit très bien avec les protéines animales. Il y a des personnes qui ont des attirances folles, mais il y a des personnes qui ont vraiment des répulsions importantes. Donc, on a vu pour les extrêmes. Hein, si j'ai une note de -10, ça veut dire que je veux vraiment me faire de mal si j'en consomme. Hein. Si j'en consomme, après l'avoir camouflé, parce que sans le camoufler, je ne pourrais pas en consommer. Hein, je serais arrêté tout de suite. Et entre les deux, il y a un endroit charnière, c'est le 0. C'est quand quelque chose ne vous fait rien. Hein, il peut y avoir une odeur, mais elle n'évoque rien du tout. Il n'y a aucune attirance, aucune répulsion. S'il y a une petite répulsion, vous passez à -1, -2, -3, etc. 10, pas à pas, de façon progressive, en fonction de l'aversion ou de l'attirance. Donc, première opération, j'ai bien mélangé, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Et je vais prendre mon premier échantillon. Je ferme les yeux, je suis tout seul, on est en période de confinement. Si je suis avec quelqu'un, cette personne va le faire. Dans ce cas-là, il n'y a plus besoin d'avoir les verres opaques, mais par contre, il faut que la personne se lave les mains avant, parce que l'odeur des mains est vraiment troublante. Ça, je le sais, pour l'avoir vécu en stage à de nombreuses reprises. Donc, je ferme les yeux, je prends mon premier échantillon à tâtons, j'ouvre. Et là, j'ai vraiment un truc, je referme. J'ai même pas cherché à savoir ce que c'était, ça m'a. Alors là, je vous montre quand même la feuille utilisée. C'est une feuille utilisée durant les stages d'initialisation sensorielle, où il y a le nom des stagiaires et la liste des aliments. Là, dans ma liste, je vais avoir l'échantillon 1, je le note, et je mets une note qui est à -5. -5 pour le premier. Je laisse quelques secondes, hein, mon nez s'aérer, le temps de passer au suivant. Je ferme les yeux et je sens. Waouh. Alors là, il n'y a pas photo. Là, ça me remplit de. C'est du bonheur qui rentre dedans. C'est ça, la connexion avec le sensoriel, il vous quantifie le bonheur qui vous fait du bien. Alors là, je me mets un 7 là. Je mets un +7 pour le 2. Je prends le troisième, je ferme les yeux. Ah, c'est subtil. Ah, c'est subtil mais intéressant. Intéressant. Je vais me mettre un petit peu en dessous de celui-là. Je vais être en 6. Le 3, je mets un +6. Le 4... Oh là là, ça j'en veux ça. Oh, là je mets tout. Oh, je mets un 9 là. Je mets un 9. 9 pour le 4 et le 5. Oh là là. Oh là là. Lui il met 9 aussi. Lui il n'y a pas photo. Je mets un 9 aussi. Voilà. Donc, ma procédure est réalisée. Maintenant, je peux ouvrir les yeux et je regarde mes notes. Je ne regarde pas encore les échantillons. Je regarde mes notes et je vois un -5, +7, +6, +9, +9. Alors, c'est une situation ambiguë parce que j'ai deux aliments qui sont très proches, soit similaires, 9, 9. Il y aura un autre cas qui sera étudié, c'est le 6 et le 7. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai besoin de départager. J'ai besoin de trouver le meilleur, et quand il y a des ex-aequo, il faut que je trouve une technique pour les départager. Là, dans la situation, j'ai deux qui sont à 9, et j'en ai deux qui sont 6 et 7.
hein. Je ne vais pas m'intéresser aux 6 et 7 parce que j'en ai qui sont beaucoup plus hauts. Et je vais départager le 9 et le 9. Ce sont les deux derniers. Alors, la technique qui fonctionne, j'ai une longue expérience, ça marche toujours, c'est ce que j'ai appelé le flairage alternatif. C'est-à-dire que vous prenez un échantillon dans chaque main, vous le passez d'un côté, l'autre, toc, 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 et vous le faites autant de fois pour que le système sensoriel réussisse à résoudre l'équation. C'est obligatoire. C'est arrivé que je le fasse pendant 5-7 minutes à quelqu'un, et on y arrive toujours. Et la façon dont ça se passe, c'est vraiment, il y en a un des deux qui s'en va petit à petit. Hein. C'est pas un qui vient, c'est un qui s'en va et qui laisse la place à l'autre. Alors je vais y procéder, je ferme les yeux, j'ouvre mes deux, hop, et je prends le premier. Là je reconnais bien, et l'objectif, enfin je reconnais bien l'odeur que j'ai sentie et que j'ai notée. Ah, celui-là il sent bon aussi. Je continue, ça continue à sentir bon les deux. Hein. Ah ouais. Voilà, celui-là est en train de partir. Ça y est. Le premier est parti, lui est parti. Alors maintenant j'ai la solution, maintenant je sais que lui, c'est le grand gagnant. Et ce grand gagnant, c'est qui? Je le découvre, c'est le fenouil. Voilà, le grand gagnant. Là, j'ai eu ma cible. Je vais manger ça, j'en ai besoin, mon organisme est en attente, et en récompense, il va me donner un plaisir qui est corrélé à ce besoin. C'est-à-dire que je pourrais avoir des plaisirs immenses, mais aussi des dégoûts immenses quand c'est pas bon. Bon, maintenant, voilà mon résultat qui est ici. J'ai sélectionné un gagnant. Mais je dois ouvrir une parenthèse importante. Parce que lorsque j'ai deux aliments qui me donnent la même note élevée, de 9 dans les deux cas, poivron, fenouil, ça peut vouloir dire deux choses, et c'est très important de le comprendre. Ça peut vouloir dire que mon organisme a besoin d'une molécule qui se trouve dans les deux échantillons. Ça, c'est un système mis en place par l'évolution qui nous permet, je le décris par ailleurs, qui nous permet de trouver une molécule donnée dans plein de sources différentes. Parce que le système olfactif n'est pas calé sur l'odeur d'un aliment. Il est calé sur une structure moléculaire donnée. C'est-à-dire que mes neurones, ils vont capter tous les aliments qui ont cette structure moléculaire qui répond à mes besoins. Imaginez qu'il me faille manger des carottes et qu'il n'y a pas de carottes. Et que ce dont j'ai besoin ne se trouve que dans la carotte. On serait mal. Avec un système olfactif comme ça, capable de sentir la carotte, on est mal parce qu'il n'y a pas de carotte, je ne sens pas. Donc on a un système beaucoup plus sophistiqué que ça qui nous permet ce genre de prouesse. Donc j'ai deux aliments, ils correspondent tous les deux aux mêmes besoins. Si j'en mange un et que une heure après je vais sentir le suivant, il ne devrait rien sentir parce que j'ai couvert les besoins. Si par contre, une heure après, je vais le sentir et qu'il sent bon, je suis obligé d'en tirer une autre conclusion. C'est-à-dire que mes deux échantillons, j'ai extrêmement besoin des deux, mais pour combler deux besoins différents. C'est-à-dire que si j'ai besoin de vitamine C et de vitamine D, je dis n'importe quoi, eh bien, si je mange, le vainqueur c'est celui-là, je le mange, eh bien, mon besoin du deuxième n'est pas comblé. Et je ne vais pas m'amuser à le combler maintenant, puisque j'ai déjà un bazar digestif qui est en route. Dès qu'on met un mélange, on a ce problème, c'est que les éléments se contrecarrent. Donc ça, je le note dans ma liste, je la garde. Chaque stagiaire qui passe dans une évaluation sensorielle part avec une carte d'identité sensorielle qu'il garde. C'est-à-dire qu'il sait, à la prochaine prise alimentaire, tiens, ça c'était resté, je ne sais pas si c'est comblé ou pas, donc je vais le retester. Et là, dans les deux, il y avait, sur ces deux-là, il y avait aussi ça qui était intéressant. Donc, un besoin, si vous ne le comblez pas,
il restera pour la prise alimentaire suivante. Mais si vous le comblez, tous les aliments qui comprennent cet aliment et qui sentaient bon auparavant, eh bien, vont baisser d'attrait. Voyons donc le cas du zéro. J'ai une plage alimentaire restreinte, c'est la fin de semaine, j'ai pas pu faire de courses, et il me reste 3 légumes qui se courent après et ils ne sentent pas ou ils sentent pas bon. Hein. Là, je suis en position de vulnérabilité. Je suis frustré, j'ai un manque et je ne peux pas le combler et je n'ai pas trouvé comment avoir ma cible parce que ma cible, elle me dit rien. Donc, il faut bien comprendre que le goût est un deuxième outil extrêmement important. Parce que au moment où je vais goûter l'aliment, je pourrais avoir des réactions totalement différentes. Et je me suis longtemps posé la question jusqu'à procéder à une expérience lors d'une évaluation sensorielle à 25 personnes à qui j'ai fait goûter les aliments qui étaient à zéro au niveau de l'olfaction. Et au stupeur, je me suis rendu compte qu'il y avait à peu près 67% des personnes qui ont trouvé un aliment qui s'est avéré une réussite. Donc, s'il n'y a pas d'odeur, eh bien vous goûtez. C'est une deuxième clé. La première, c'est effectivement la note issue de l'odeur, qui vous oriente ensuite vers goûter. Si vous voulez, chaque étape déclenche la suivante ou pas. On sent, ça sent bon, on va goûter. Si ça sent zéro, on va goûter quand même. Mais on ne va pas goûter s'il y en a qui sentent bon. Ceux qui sentent bon, ils ont la priorité. C'est quand on est coincé qu'on va essayer de goûter. Il ne faut pas oublier ça. Et puis, sentir, goûter et ensuite digérer avec tous les signaux qui arrivent. Donc voilà pour cette petite parenthèse concernant le zéro. Maintenant, je vais passer à... C'est quoi ? La consommation. Donc maintenant, on va commencer, on va consommer. Il y a 36 000 façons de consommer, vous l'avez vu. Soit à la croque, je prends le vainqueur, je le goûte, il est bon, je le mange. J'ai des appels sensoriels qui m'ont guidé. Je suis allé vers lui parce que j'ai eu un appel olfactif. Je l'ai goûté, il s'est confirmé, et donc je vais le manger. Ça, ce sont les signaux de déclenchement de la consommation. Mais il faut bien comprendre qu'une prise alimentaire, c'est un déclenchement, mais c'est aussi une fin. Et ce ne sont pas les mêmes signaux. Dans une voiture, on accélère avec l'accélérateur et on freine avec le frein. Une prise alimentaire, c'est la même chose. Il y a un accélérateur, on y va, et à un moment, il y a le frein, on freine. Mais si on n'est pas attentif à cela, on n'utilise pas ces choses-là. Donc les appels sensoriels, on les a vus, et maintenant les arrêts sensoriels, eux, ils se passent à 2 niveaux. Je suis en train de le manger, il se passe des choses dans ma bouche, dans ma sphère oropharyngée, et j'ai un corps autour de cette bouche. Donc les premiers arrêts sensoriels surviennent dans la bouche. Modification du goût, modification de la texture, ça devient moins agréable, ou alors j'ai plus le goût du fruit, il me reste plus que du sucre. Tous ces genres de baisse d'informations me signalent que c'est le début de la fin qui commence. Mais au niveau des arrêts sensoriels, on n'a pas que ce qui se passe au niveau de la bouche, on a aussi ce qui se passe dans l'organisme. À l'extrême, quand votre ventre il est gonflé comme ça, c'est un arrêt. Mais avant d'arriver à cet extrême, il y a plein d'autres signaux avant. C'est-à-dire que ça peut commencer simplement, je me mets à éternuer. Voilà. Et tant que je mange mes arachides, j'éternue. Si j'arrête, j'éternue plus. Si j'en remange, ça reprend. Donc ça, il faut bien comprendre ce que c'est. Si vous vous mordez la langue, si vous vous coupez, si vous perdez la maîtrise, la connexion, si vous avez un événement, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte, il y a un courant d'air, j'ai froid. Personne n'a ouvert la porte. C'est votre organisme qui réagit. Donc il faut être vigilant aux arrêts sensoriels. Et comme on n'a jamais appris, on n'a pas eu l'occasion d'expérimenter ça fréquemment, parce que dans le culinaire, les arrêts sensoriels sont extrêmement grossiers. Donc ça demande un effort, une concentration. Appel sensoriel, arrêt sensoriel, avec une dernière précision, c'est que là, le prérequis, c'est la prise alimentaire, c'est un seul aliment, le monoaliment.
c'est quelque chose qui est extrêmement important. La digestion se passe avec une clarté extraordinaire à partir du moment où je mets un aliment X ou Y dans mon organisme. Il y a tout un tas de choses qui se passent autour au fur et à mesure que je mâche et puis ensuite je déglutis, ensuite dans l'estomac. L'organisme, il envoie des tas de choses qui sont très spécifiques, et si vous en mettez un deuxième qui va avoir d'autres besoins et qui va engendrer d'autres choses au niveau de l'organisme, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est en train de faire la vaisselle, en train de faire le café, si vous me permettez l'analogie. Donc, chaque fois que vous pourrez avoir une consommation simple, vous y gagnerez considérablement. Mais, si vous avez envie de vous faire une salade composée, voilà ce que j'ai devant moi. Je n'ai que ça. Je regarde mes notes et je vois que j'ai des notes 2 à 9. Ici, j'ai un 7,6 et ici, j'ai un -5. Dans ma salade, je vais mettre ces deux-là. Les deux qui sont à 9, et je peux aussi volontiers mettre le 6 et le 7. Mais je vous assure, aujourd'hui, pour vous, c'est absolument pas le moment de manger du chou-fleur. Si vous faites une salade basique, bêtement, parce qu'il vous reste ça pour le consommer, vous allez mettre le chou-fleur. Le chou-fleur que vous avez identifié comme pas bon, mais avec la sauce et le mélange des aliments bons, vous êtes fichu. Vos jus, c'est pareil, faites un jus, mais avec le moins d'ingrédients possible. Et si c'est pas assez bon, ça veut dire qu'il ne faut pas le consommer. Hein? Ne pas essayer de maquiller les choses pour arriver à les faire passer. Donc, soit à la croque, vous consommez l'aliment qui est bon, vous restez vraiment en connexion, c'est-à-dire qu'il faut oublier l'histoire du repas convivial qui s'est généralisé chez le culinaire, parce que pour plein de raisons différentes, mais la connexion avec le cuit, c'est pas la peine. Il y a un cuisinier qui a fait ce qu'il fallait pour que vous soyez captivé par tout un tas de choses, indépendamment de vos besoins. Vous n'avez pas besoin d'être attentif. Là, en l'occurrence, le cuisinier, il est en vous, c'est votre sage sensoriel. C'est lui qui pourra vous dire, il faut manger ça, vous êtes sûr d'y aller gagnant. Le résultat de cette évaluation sensorielle peut aussi vous servir dans le domaine transformé. Si vous consommez de l'hypotoxique de signalé, donc vous faites cuire en faisant attention de respecter des bonnes températures, etc., c'est la même chose. Si vous avez plein de légumes que vous avez décidé de faire cuire, eh bien, il vaudra mieux faire cuire des aliments qui vous attirent à l'état natif que de faire cuire des aliments qui vous repoussent, parce que vous n'êtes pas une poubelle. Hein, les trucs qui ne sont pas bons, évitez, n'essayez pas de les caser. Après, il y a toujours les histoires financières, je sais bien, ça j'y suis pour rien, mais faites-le en conscience. Le deuxième point que je voulais vous souligner, c'est qu'il arrive des fois, parfois, que des personnes tombent vraiment sur une appréciation très très importante d'un aliment, et ils se disent, formidable, celui-là j'ai mis 10, maintenant je peux y aller, je prends l'aliment et je le croque. Et régulièrement, je peux vous donner des exemples, ça se passe souvent avec le céleri rave, avec l'ail ou les aliments qui sont un petit peu forts. Eh bien la personne elle commence, elle croque dans le céleri rave, et puis tout de suite ça enflamme la bouche, je dis mais non, mais c'est n'importe quoi, il ne faut pas que je mange ça. Et là donc il y a un problème qui se pose, hein, parce qu'il y a quelque chose qui marche pas. Ça sent super bon, je le mange et c'est mauvais, donc ça marche pas votre truc. Eh bien c'est pas ça, c'est plus subtil que ça. Nos besoins sont d'ordre qualitatif, j'ai besoin de ça, pas de ça et pas de ça, et de chaque aliment dont j'ai besoin d'une certaine quantité. Et cette quantité, on n'a pas conscience de l'importance de cette quantité. C'est-à-dire que je peux avoir besoin d'une quantité que j'appelle pondérale, j'ai besoin de manger cette quantité de chou-fleur, ou j'ai besoin de manger cette quantité de fenouil,
Mais j'ai peut-être besoin de quelques molécules qui se trouvent dans cet ail. Mon ail. Peut-être que j'en ai besoin de quelques molécules. A priori, je n'en sais rien. Si je connais déjà toute la plage alimentaire, j'aurai une idée. Si c'est un ananas, je vais pouvoir croquer à pleines dents. Si c'est un aliment que je ne connais pas, je ne maîtrise pas bien, je ne sais pas où j'en suis par rapport à lui, et bien il faudra le tester. Parce qu'un besoin, même en faible quantité, est extrêmement important. Parce que ces faibles quantités peuvent servir de catalyseur dans des réactions biochimiques. Et sans la toute petite quantité, il y a quelque chose qui ne pourra jamais se faire. Donc, ces micronutriments en très faible quantité, quand on mange transformé, on est micro-carencé de manière importante de tout un tas de choses que la science ignore. Mais votre système sensoriel, il sait le reconnaître. Donc, c'est pour ça que la phytothérapie est intéressante. Vous mettez des échantillons de graines différents dans des petits bocaux, vous les sentez et vous apercevez qu'il y en a qui vous attirent, qui vous repoussent. C'est important parce qu'à ce niveau-là, on mange une molécule. Quand je sens, c'est une molécule qui rentre dans mon nez, qui va sur l'épithélium olfactif et qui se colle aux neurones récepteurs concernés. Donc c'est vraiment une consommation. Cette molécule, elle rentre dans le cerveau. On peut avoir besoin de quantités moléculaires et pondérales, et il faut être un peu attentif à ça pour la partie inférieure, la partie basse, parce qu'on n'a pas l'habitude de s'intéresser à des micronutriments. Voilà, ben écoutez, le temps de la synthèse est arrivé. Nous avons vu en détail comment reprendre les clés de votre système sensoriel. Maintenant, il y a une autre question qui se pose, c'est qu'est-ce que vous allez en faire? Et là, c'est important de souligner que l'utilisation de cette clé sensorielle, elle est extrêmement polyvalente. Vous pouvez l'utiliser à chaque fois que vous êtes confronté à un aliment cru. Sachez qu'avec un aliment transformé ou cuit, ça ne marche pas. Vous le trouverez dans mes écrits, toutes les explications. Mais ça ne marche qu'avec le cru. Alors, quelle que soit votre façon de manger cru, vous aurez le choix entre manger juste ou manger faux. Vous avez la clé, elle est à vous. Moi, je vous ai juste montré le chemin pour la retrouver. Maintenant, c'est à vous. Et moi, je continue mon histoire avec des projets de recherche qui sont en train d'arriver et qui vont permettre de franchir un pas dans le développement de l'alimentation sensorielle considérable, mais chaque chose en son temps. Pour le moment, c'est le coronavirus, c'est vous avec une nouvelle clé et avec le temps de l'essayer. Voilà, ainsi se termine cette vidéo exceptionnelle qui, je l'espère, vous permettra de vous reconnecter avec votre sagesse sensorielle. C'est la clé de votre sagesse sensorielle. Sans oublier une chose, si je te donne un poisson, tu feras un bon repas. Si je t'apprends à pêcher, tu mangeras toute ta vie. Et je vous dis à bientôt.